Incroyable, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous propose que nous accueillions sur ce plateau notre invité politique, le député insoumis du Nord, Hugo Bernalicis. Bonsoir, cher Hugo. Je précise qu'on se connaît pas de longue date, mais quand même, donc c'est pour ça que je te tutoie sur ce plateau. Cher Hugo, je le disais, donc tu es le député insoumis de la 2e circonscription du Nord. Tu sièges au sein de la commission des lois. Ça t'intéresse donc particulièrement, une allocution du président de la République qui parle d'une situation institutionnelle nouvelle. Qu'est-ce que tu en as pensé de notre président de la République ce soir ? Je regrette d'avoir regardé. J'ai perdu 20 minutes de ma vie. Non, c'était creux. Enfin voilà, c'était creux du début à la fin. Et quand c'était pas creux, c'était vraiment cringe. C'est problématique. Dire Notre-Dame, Noël, tout. Je voyais pas trop le rapport avec la censure de Michel Barnier et avec les problèmes politiques qui sont posés dans le pays, les problématiques des futures lois de finances, du déficit qu'il a lui-même créé. Bon, voilà, ça n'avait rien à voir avec le moment politique dans lequel on se trouve. Donc, voilà, j'avoue, j'ai pas regardé tous les discours d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Il y en a certains, franchement, j'ai vraiment pas... T'as pas raté grand-chose. J'ai regardé les notes faites par les camarades après et ça me suffisait amplement. Voilà. Emmanuel Macron, alors on va avoir l'occasion d'en parler, mais il a annoncé que dans les prochains jours serait nommé un Premier ministre et un gouvernement d'intérêt général. Est-ce que vous en ferez partie, vous, les insoumis? Alors, du coup, j'en déduis que le précédent n'était pas d'intérêt général. Ça, c'est la première élément. Parce que tu es taquin, ça. Non, peut-être, mais bon. Non, mais c'est vrai, ça veut dire quoi d'intérêt général? Je veux dire, bon, moi, je suis pour l'intérêt général. En fait, à mon avis, il a voulu dire... Quelqu'un n'est pas pour l'intérêt général? Bon, il y a Bernard Arnault. Ok, il y a des gens riches dans la salle, c'est vrai, mais bon... Attends, je vais faire l'exégèse du président de la République, parce qu'il a quand même dit qu'il voulait un large arc. On comprend que dans sa tête, il parle de l'arc républicain, de toutes les bonnes volontés de l'Assemblée. Un arc d'un manga, tu sais. Là, c'est l'arc républicain. Et je te l'annonce, je suis désolé, mais t'en fais pas partie. Parce que pour Emmanuel Macron, le problème de la France... C'est ça que t'es en train de me dire, Jean? De quoi? La République, c'est pas moi, peut-être? Pour Emmanuel Macron, en tout cas... Pour Emmanuel Macron, en tout cas, vous êtes les extrêmes. Le Rassemblement national et les Insoumis, vous êtes les deux faces d'une même médaille, vous voulez le chaos, le désordre, et c'est pour ça que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour perturber l'Assemblée nationale, censurer le gouvernement, et même, comble de la trahison et de l'hypocrisie selon Emmanuel Macron, vous alliez, RN et Insoumis, avec la complicité du NFP, je cite le président de la République, pour voter la même motion de censure. N'avez-vous pas honte, monsieur Bernalicis? Non, ça va. Franchement, Noël sans Michel, je trouve ça parfait. Et non, j'ai pas du tout honte parce que... mais ça me fait penser, quand on est arrivé en 2017, on n'était pas d'accord avec ce qu'ils faisaient dans l'hémicycle alors qu'ils étaient ultra majoritaires. Hein. Ouais. Et ils râlaient. Parce qu'on disait qu'on n'était pas d'accord et qu'on déposait des amendements et qu'on parlait en fait. C'était les néo-députés qui connaissaient pas trop les bails et qui du coup effectivement disaient mais qu'est-ce que c'est que cette opposition qui dépose des amendements? Qu'est-ce que c'est que cette opposition qui s'oppose? Oui, c'est ça. Oui, et donc j'ai envie de dire, Emmanuel Macron découvre que les gens qui sont opposés à lui sont toujours opposés à lui en fait. Et ben voilà, et ils sont d'autant plus nombreux qu'il a dissous l'Assemblée nationale en fait. C'est le résultat de la dissolution. Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui ne soient pas d'accord avec lui. Et en plus, comme il ne veut pas respecter les résultats, il ne veut pas faire. C'est lui qui, le premier, ne veut pas faire de compromis sur quoi que ce soit de sa politique. Pas que sur les retraites. Je vous entendais avant parler des retraites, etc. Notamment sur les retraites, évidemment, mais pas que sur les retraites. Sur plein de sujets, en fait. Et c'est insupportable. Ce sont des gros sectaires, des ultra dogmatiques des marchés financiers. Ils font de l'apologie des marchés financiers, comme j'aime à le dire. Et donc, c'est vraiment. C'est insupportable. Lui qui est censé être le garant de la continuité des institutions, il est garant de rien du tout. Il est garant des intérêts de ses potes. Et c'est ça, en fait, le nœud du problème. C'est pour ça qu'à la fin, on finit par dire que le problème, c'est lui. Alors, Emmanuel Macron a quand même dit que c'est pas lui qui a décidé de la composition de l'Assemblée nationale. Le fait est que depuis juin dernier, nous avons une Assemblée nationale tripolarisée entre 3 blocs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Est-ce qu'il a tort quand il dit ça? C'est vrai, la situation, elle est celle-là. Oui, mais bon, ça... Et donc il faudrait que vous vous mettiez d'accord. Ah, ok. C'est dans sa tête, c'est ça? Ah oui, c'est ça dans sa tête. Non, des fois, j'arrive pas trop à suivre tout ce qui se passe dans sa tête. C'est pour ça que je suis là. Non, mais oui, c'est vrai que c'était pas le scénario de base. Quand il a dissous, c'était pas son objectif. Son objectif, c'était que nous, on gagne pas et que l'extrême droite, elle gagne.
comme ça son objectif de départ. Je sais pas s'il voulait la victoire de l'extrême droite. Et où, soit l'extrême droite gagne, ça lui va, il laisse gouverner l'extrême droite, et puis il reprend la main après, ou l'extrême droite ne gagne pas parce qu'il y a un front républicain qui se met en place, mais où c'est ces candidats qui sont devant, et où il permet de se maintenir, de se confirmer sur le dos de tous les autres. Bon, dans un bien beau duo Macron-Le Pen revisité sur 577 circonscriptions. Manque de peau, c'est pas ce qui s'est passé, parce que le Nouveau Front Populaire l'a emporté. On a déjoué les pronostics à la fois des sondeurs et les pronostics d'Emmanuel Macron en même temps. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il devrait nous laisser gouverner et qu'il devrait dire bon, bah, pour l'intérêt du pays, c'est plutôt dans cette direction que ça doit aller. Et s'il veut un pacte de non-censure, comme il l'a dit, c'est pas compliqué, hein, ça prend 2 secondes. Il dit à ses députés, à lui, EPR, ne votez pas la censure de Lucie Castet. Et voilà, fin de l'histoire. Et du coup, on peut gouverner pendant plusieurs mois comme ça. Et s'ils veulent faire des compromis, les compromis, ils se feront à l'Assemblée. Oui, sur les textes, en fait, par les votes. C'est ça, c'est comme ça que ça doit censé être fonctionner un régime parlementaire, en fait. Les premiers qui nous parlent de l'Assemblée, des lois qui doivent être votées, etc., et que ces députés ont tout fait, que Michel Barnier a tout fait. Je suis désolé, moi j'étais là sur le budget vissé à ma chaise, là, comme tous mes collègues insoumis. On regarde un peu les taux de présence des députés du socle commun pendant leur propre budget. Non, mais il savait qu'il allait être engagé par 49.3, donc ça servait à rien d'être dans l'hémicycle, hein, franchement. Bah d'accord, s'il savait pourquoi on a fait tout ça. S'il savait pourquoi il a mis cette pagaille-là. S'il savait qu'à la fin ça finirait par la censure, pourquoi il a nommé Michel Barnier. Pas la censure, la dépôt du 49.3. Non, mais du coup la censure. À la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Qui met le chaos? Qui met le bazar? Qui met le désordre? Emmanuel Macron et personne d'autre. Point. Et s'il veut régler ça, eh ben, il démissionne, on fait une élection présidentielle et on règle le problème avec un article 11, parce qu'il faudra quand même pouvoir redissoudre l'Assemblée nationale assez rapidement et changer 2-3 bricoles dans la Constitution. Malek. Voire toute la Constitution, mais on en reparlera. Bon, j'y viens parce que j'avais une question pour M. Bernalicis. Écoutez, Malek, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais ne prenez pas trop vos aises. Hein? Bon, ici, c'est la France. Je vais me remettre tranquillement dans mon rôle, monsieur le député, et je vais poser ma question. Bon, tu l'as dit, la solution, c'est donc le départ d'Emmanuel Macron. Vous avez déjà déposé 2 motions de destitution. Est-ce que ça veut dire qu'on doit en attendre d'autres? En fait, là, vous avez vu, on a retenté de faire une motion de destitution dans le cadre de notre niche parlementaire. Je vous la fais vite, mais en gros, la dernière étape, c'est après le passage en commission pour aller dans l'hémicycle. Le Conseil constitutionnel, dans son avis sur la procédure à l'époque, qui a été déférée devant le Conseil constitutionnel, a dit, en fait, il n'y a pas d'obligation à l'inscrire à l'ordre du jour dans les 13 jours. Et si au bout de 13 jours, ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour, il se passe rien. Voilà. C'est caduc. Et donc, c'est ce qu'ont fait les macronistes. Ils n'avaient pas d'obligation à le faire, et donc ils ne l'ont pas fait. Et alors, on aurait pu le faire, parce qu'en conférence des présidents, là où ça se décide, à l'Assemblée nationale, on aurait pu avoir une majorité, mais... Manque de peau, Madame Le Pen ne veut pas vraiment destituer Emmanuel Macron. C'était pas trop son truc à ce moment-là. Donc on s'est dit, il y a un seul moment où on a la main sur l'ordre du jour pour mettre à l'ordre du jour en séance publique quelque chose, c'est notre niche parlementaire. Donc on a inscrit le texte de notre niche et après on a dit, Monsieur le Président de la Commission des lois, une semaine avant ou quelques jours avant, on réexamine le document. Et en fait, ils ont refusé. Ils auraient pu accepter, mais ils ont refusé avec un argument qui était de dire « Oui, mais la situation n'a pas changé, donc toute chose étant égale par ailleurs, on a déjà discuté en commission, on a déjà rejeté, donc revenez quand la situation aura changé. » Mais la question de Malek, c'était est-ce que vous allez continuer à en déposer à l'avenir? Revenez quand la situation aura changé. D'accord. Bon, oui, là, oui. Non, il me semble qu'elle a changé. Oui. Non, après, je sais pas... Je suis pas président de la commission des lois, malheureusement. Kylian Mbappé te dirait la situation, elle a changé. Donc, on a des éléments nouveaux pour mener cette procédure à son terme. Et les choses sont en dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore mesuré complètement les effets de la censure du gouvernement et de sa démission hier, puisque c'est pas arrivé depuis 62. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que ça va produire dans la tête des gens? Là, je vois les sondages d'aujourd'hui. La tête des gens, pour l'instant, ce que ça leur fait, c'est de se dire peut-être qu'Emmanuel Macron, il devrait démissionner à plus de 60-70% en fonction des sondages. Mais au moins 60%. Enfin, c'est énorme, en fait, en réalité. C'est quand même une situation inédite. Donc, à la fin, est-ce que ça se traduit politiquement par une procédure de destitution qui va jusqu'à son terme? La question, elle se pose, oui. Namo. Autour de la question de la motion de censure, on a beaucoup... Il y a eu beaucoup de discussions autour des limites de la Constitution de
la Ve République. Et LFI prône beaucoup, du coup, le passage à la 6e. Mais est-ce que ça réglerait vraiment les problèmes? Bah, celui-là, oui, en l'occurrence. Non. Comment ça, bah non. Comment est-ce que tu règles le problème d'une assemblée tripolarisée qui veut pas se parler? Bah, ça dépend, déjà, ça dépend de ton mode d'élection. Si tu avais une proportionnelle, ça ferait un peu différemment. Change rien, change rien. Bah, ça dépend T'as le même comment tu fais résultat ta au final. proportionnelle. Est-ce que tu l'as fait intégrale? Est-ce que tu fais une prime majoritaire? Change rien. Comment... Non, si, prime majoritaire, ça change. Ah, j'ai dit ok. Ouais, non, parce que c'est- J'ai fait un petit non, mais, pause, non, mais, Non, mais tu vois ce que je veux dire? est-ce que, oui, mais du coup, est-ce que si tu changes la règle, tu changes pas la culture politique qui va avec et du coup les pratiques politiques qui vont avec, c'est un peu ça aussi l'enjeu. Si le Premier ministre est vraiment responsable devant les assemblées et qu'il n'y a plus de président de la République, qu'on est sur un régime plus proche de ce qui se fait en Espagne ou en Allemagne, voilà, est-ce que ça produit des choses différentes c'est tout ça qu'il faut questionner La en la culture du matière. compromis à l'allemande, Mais à un moment donné, c'est pas s'il y a vraiment pas ce que dans vous notre- cultivez, vous. comment ça? La culture du compromis à l'allemande où les sociodémocrates se mettent d'accord avec les libéraux et les écolos, c'est quand même une autre partition. Non, c'est pas trop notre truc, ouais, c'est clair. Mais on est sous la Ve République, ça fonctionne comme ça, c'est hyper frontal et il n'y a pas de place pour faire un quelconque compromis. Et je pense qu'en réalité, cette Ve République, c'est pas juste les élections législatives, c'est aussi les pouvoirs du président de la République. Et du coup, sa capacité à dissoudre, sa capacité à faire des conseils de défense pour le Covid, etc., etc. Et donc, le fait majoritaire. Quand les choses sont décorrélées entre la présidentielle et les législatives, ça produit autre chose. Par exemple, ce qui s'est passé après le 9 juin et donc le 7 juillet. Et donc, ça a produit, y compris, ça change les comportements électoraux des gens. Ça favorise des accords en amont ou pas. Ça change plein de choses. Donc, est-ce que ça serait mieux est-ce que ce serait pas la pagaille? Mais en fait, des fois, c'est la pagaille parce que c'est la pagaille dans le pays. C'est-à-dire que là, les gens sont pas fixés sur... Et c'est normal que ça se traduise politiquement. C'est pas grave, en fait. C'est pas, en soi, c'est pas... c'est même plutôt bien que la démocratie ça fasse ça, en fait. Que les gens ils décident qu'on va pas réussir à se mettre d'accord et du coup, on se met pas d'accord. Mais du coup, il y a des systèmes d'aller-retour qui doivent être plus efficaces. Quand ils arrivent pas à se mettre d'accord sur des coalitions, on revote dans certains pays. Ok? Bon, bah pourquoi c'est pas ça? Pourquoi on ferait pas ça dans une 6e République? Ok, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on revote, et c'est les électeurs qui essayent de faire basculer dans un sens ou un autre ce qu'ils veulent en fonction des annonces qui ont été faites, des positionnements politiques des uns et des autres. Bon, bah ça pourrait être ça, la 6e République. En tout cas, il faut que ce soit une 6e République qui soit à l'image de ce que veulent les gens. Donc, en plus, pour la fabriquer, cette 6e République, nous, on a toujours proposé que ce soit une assemblée constituante qui le fasse. Et c'est important aussi sur la méthode, la manière de procéder. Et on est d'accord que ça prend du temps. Oui. Une constituante, ça prend du temps. Non, je dis ça Non, parce là, que voilà, on n'a il y a pas des gens le- qui disent est-ce que là, la 6e République, là, tout de suite, pourrait aider. En fait, non, une 6e République, une constituante, c'est 2 ans, 3 ans de travail, de réflexion, de débat, etc. C'est un peu plus long. Émilien? Oui, parce que vous avez parlé donc de l'action de destitution d'Emmanuel Macron, donc, ce qui implique une nouvelle élection présidentielle, et donc, ce qui implique éventuellement une candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que quand ça a été évoqué, sans grand étonnement, les parlementaires LFI sur le truc, c'était un pas trop mauvais candidat. Moi, je suis pas contre. Hein. Voilà, mais quelque part, la question, c'est même pas tellement Jean-Luc Mélenchon, c'est la possibilité d'un candidat LFI, ou de LFI en général, à gagner au second tour. Parce que quand on évoque les chiffres de sondage concernant LFI, les militants insoumis souvent répondent oui, mais la montée des dernières semaines, les bons scores de Jean-Luc Mélenchon, qui sont tout à fait réels, il n'empêche que, si on regarde les derniers chiffres, sondage Ipsos Fracture Française, qui est le parti le plus dangereux, est-ce que tel ou tel parti est dangereux pour la démocratie? LFI, 63% des gens répondent oui. Plus 12% en 4 ans. Seulement 50% pour le FN, et après, les autres sont 30% ou en dessous. Un parti qui attise la violence, 67%, seulement 54% pour le FN, plus 10 ans en 4 ans, plus 10 points en 4 ans, et y compris sur des questions comme est-ce que c'est la société dans laquelle je souhaite vivre? Est-ce que c'est le projet qu'ils proposent? Bon, on n'est qu'à 20%. Alors, évidemment, les Donc tu dis qu'il y a un répondent en décrochage fonction dans l'opinion de l'image d'LFI. En tout cas, chez LFI, il y a un nombre très important de gens qui estiment que ça leur pose problème. Ok. Et ça a pu poser problème, y compris pour vos candidats, lors des seconds tours législatifs, puisque les reports de voix ont été moins bons quand même vers les candidats LFI que vers les autres. Et moi, la question que je me pose toujours, c'est... Est-ce que là, c'est pas une question de est-ce qu'on aime ou pas ce que fait LFI? La stratégie, tout ça, c'est... Non, bah non. Qu'est-ce que LFI... On aime, donc c'est pas la question. Est-ce que LFI a conscience de ça? Et comment est-ce que vous comptez le dépasser? Ce que je vous dis, vous comptez faire un bon score au premier tour, être au second tour,
mais j'imagine que vous aimeriez bien gagner quand même. Voilà, C'est le but. pour le président ou les législatives. Donc, comment est-ce que vous appréhendez cette question-là, d'un moment donné, de vous dire comment est-ce qu'on se recrée un plafond là, comment est-ce qu'on le dépasse? Hugo Bernalicis. Ah, vous avez combien de temps là? Bah, non, on a le temps, enfin, Oui. T'inquiète. Hein. Moi, je suis un vieux militant politique quand même. Et j'ai souvenir, par exemple, de perquisitions en 2018. Où on disait, ah non, Mélenchon, il est mort. Mort. La République, c'est moi. Enfoncez-moi cette porte. Ma personne est sacrée. C'est bon, il est dead, terminé. Sondage d'opinion. Jean-Luc Mélenchon au fond du trou. Regardez, il est violent, agressif, méchant. Il mange les enfants. Non, ça, c'était pas vrai, mais... Enfin, quoique. Et pourtant, 2022, 22%. Et il a perdu. Il a perdu d'un cheveu. Et il aurait sans doute perdu le second. Merci aux camarades socialistes et communistes qui ont fait leur part du boulot, et écologistes. Donc, Ils ont voté pour leur candidat. Ouais, ils ont fait leur part du boulot, c'est bien. C'est ça. Mais ils ont le droit, hein, c'est tout. Ouais, Après, il ne faut pas reprocher aux autres. Moi, crois même je reproche rien. Juste, à un moment donné, on dit... C'est les faits, comme dirait Emmanuel Macron. C'est comme ça. Mais du coup, à un moment donné, on voit bien qu'une dynamique électorale, un candidat, etc., nous, on sait faire campagne. On sait redresser ça, entre guillemets, dans un moment politique. Okay, donc ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, effectivement, c'est parce qu'on les voit, ces chiffres. On les connaît, on les regarde. Voilà, même si les sondages, pas trop... on n'accorde pas une importance démesurée. Mais effectivement, ça m'inquiète pas tant sur nous-mêmes que sur le paysage médiatique et le traitement médiatique de la politique. Et je disais aux législatives là, de 2024, après la dissolution, aux gens et aux journalistes qui m'interrogeaient, parce que je vous rappelle que vous avez invité un antisémite notoire, islamo-gauchiste, Si, là, vous m'avez invité ce soir. Donc, oui. C'est moi, oui, c'est moi. C'est de moi. Bien, je parle de moi. Peut-être que toi. Je suis insoumis. Voilà, oui, c'est intolérable. Ouais. Là, c'est en dehors de l'arc républicain. Tout voilà, ça, en dehors de l'arc républicain. Extrême gauche. Etc. Je disais aux journalistes, mais je vous jure, en fait, si je commence à croire ce que les médias disent de nous, mais je vote pas pour moi. Hein. Jamais de la vie, je voterai pour moi. Non, mais il faudrait être dingue pour voter pour moi. Mais il y a des électeurs qui le croient. Ah bah oui, mais donc c'est un sujet. Et c'est arrêté. Non, mais bien sûr que c'est un sujet. Donc, il y a un sujet de comment on continue, et nous, comment on fait en sorte à la fois de continuer la bataille dans la sphère médiatique telle qu'elle est aujourd'hui, et comment on continue de la contourner. Et la force qu'on a réussi à créer, c'est aussi le fait qu'on a une base électorale solide, qu'on a réussi à mobiliser énormément d'abstentionnistes qui étaient éloignés de la politique, notamment lors des dernières élections européennes, à la fois par un travail militant de terrain solide, et aussi par notre pratique systématique des réseaux sociaux. Alors chacun a ses points forts et ses points faibles en fonction des différents réseaux sociaux, mais du coup c'est ça aussi, cette recette-là qui fonctionne. Et si les gens ils aiment pas Jean-Luc, c'est pas grave, des fois ils aiment bien notre programme, des fois ils m'aiment bien moi, des fois ils aiment pas Aurélie Trouvé, mais ils aiment bien Mathilde Panot, et ils vont aimer, peu importe. À la fin, on arrive à faire sens. Et puis surtout, on a vu que dans la dynamique électorale, ça a été le cas dans la séquence 2022 et aussi dans une certaine mesure en 2017. À partir du moment où vous avez réussi à avoir un socle électoral, une base électorale déterminée sur un cap clair, voilà. Du coup, tous les gens qui sont un peu fluctuants, qui trouvent que ça parle trop fort ou pas assez fort, enfin bref, qui sont sur la forme et non pas sur le fond, finissent par se ranger vers la candidature qui est la plus dynamique. La force va à la force. C'est ce qui s'est passé la fois dernière. Et je le dis, il y a aussi des dynamiques d'entre-deux tours où c'est le cas. C'est pas vrai que les reports de voix ont été si problématiques que ça, là où il y avait des candidats de la France Insoumise. Et s'il a été problématique, c'est par des gens dits du centre-gauche, sectaires. Parce que les macronistes, de toute façon, ils nous avaient lâchés déjà dès 2022 sur consigne d'Emmanuel Macron. Et oui, j'en veux du coup à des Raphaël Glucksmann et un certain nombre d'autres sociaux... Non, ni sociaux ni démocrates, donc je ne sais pas comment les appeler. Eux, je leur en veux de nous diaboliser comme tout le monde, de cotiser avec tous les autres, à nous jeter des pierres et des sauts de boue, comme le fait la sphère médiatique, en dépit de la réalité. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Quand je fais ma proposition de loi pour retirer l'apologie du terrorisme du code pénal, pour la remettre dans le droit de la presse en 81, de la loi de 80, pardon, qui me tape dessus, notamment des François Hollande, des Raphaël Glucksmann et un certain nombre de socialistes de ma circonscription, entre autres, etc. Alors qu'ils savent très bien au fond d'eux, que c'était une connerie de le faire
et que ça sert l'instrumentalisation politique et judiciaire. Et pas depuis le 7 octobre, non, dès 2015 ça a été le cas, y compris contre des militants écologistes dans le cadre de la COP21, je le rappelle. Il y a aussi une autre manière de gagner une élection présidentielle, c'est de faire alliance et de présenter un candidat commun. Marine ou une candidate commune. Marine Tondelier et Lucie Castet ont lancé un appel à une candidature commune à gauche pour la prochaine élection présidentielle. On écoute ce qu'en dit Lucie Castet et on en parle juste après avec Hugo Bernalicis. Quelques mois après ces élections, on a l'impression que l'élan nouveau Front populaire d'une part s'essouffle un peu avec le déroulement sous l'effet du déroulement de la vie politique. Et puis aussi, on a l'impression, et ça c'est plus positif, c'est que quand on se déplace beaucoup avec Marine, alors séparément, mais on rencontre beaucoup de gens sur le terrain qui nous disent mais comment on peut s'impliquer, nous, en tant que citoyens, en tant que membres d'associations, membres de collectifs, etc., mais aussi en tant que personnes politisées, impliquées dans la vie politique, mais pas forcément encartées. Et donc, on s'est dit qu'il fallait donner des débouchés possibles, un cadre possible à cette envie de mobilisation dont les gens nous parlent chaque jour. C'est pas la fin du NFA, au contraire, c'est une déclaration d'amour au NFA, comme on dit. Et l'idée, c'est à la fois de l'approfondir, de le faire poursuivre, et puis aussi de l'ancrer localement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives locales qui sont prises, et c'est hyper important de pouvoir les valoriser. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette initiative pour une candidature commune de la part de votre candidate pour le poste de Première ministre ? Moi, je suis pour une candidature commune. Waouh. Non, mais j'ai vu des journalistes de droite qui avaient dit que c'était Marine Tondelier et Lucie Castet qui ont sous-main préparé la candidature commune de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ça, c'est leur problème, les journalistes de droite. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Je sais pas si c'est vrai. Non, je pose la question. Peut-être c'est vrai. Est-ce que alors d'accord, t'es pour une candidature commune, c'est très chouette. Quel processus permettrait d'établir une candidature commune ? Est-ce qu'un processus de primaire pourrait avoir l'aval ? Ouais, je sais, ça a jamais été votre truc. C'est pour ça que vous. Non, mais au-delà de mon truc, je veux dire, c'est pas le truc des gens non plus, parce que on va pas refaire tous les candidats qui ont été désignés par des primaires dans le passé à droite et à gauche et là où ils en sont arrivés après. François Hollande, président de la République, par exemple. Ouais, c'est le seul contre-exemple, quoi. Bah ouais, mais enfin, excuse-moi. Qui ont gagné sur les affaires. Après, il y avait 3 millions de votants. La primaire, elle était stratosphérique. Il y avait un élan phénoménal, etc. C'est pour ça que je sais qu'on sera pas. Ouais, alors bon, ok. Les gens que ça fait campagne. Non, mais attendez, le seul contre-exemple que vous me trouvez, c'est le type qui a été le fossoyeur de la gauche. Mais nous a mis Boulbacter. On s'en fout. Je te parle de la méthode. Non, justement. Je te parle de la méthode par laquelle il est arrivé au pouvoir. Justement, on s'en fout pas. Moi, je fais pas de la politique pour refaire du François Hollande pendant 5 ans, ni même pendant 3 ans, même pas pendant 6 mois. D'accord ? Non, mais c'est hors de question, en fait. Je me suis engagé pour qu'on change les choses. Donc pas de primaire parce que Hollande a gagné. Qu'on fasse la politique de l'offre et qu'on crée un Emmanuel Macron qui ensuite devient président de la République et nous met dans la situation dans laquelle on est là. Non, mais je suis sérieux. Je veux dire, voilà, le problème des primaires, c'est que ça vise à moyenniser les choses. C'est le plus moyen ou le plus normal, on va dire ça comme ça. Donald Trump, c'est le plus normal ? Non, mais c'est pas pareil. C'est des primaires. Excuse-moi, c'est une élection primaire. Non, c'est le plus radical qui a gagné. François Fillon, c'est pas le plus normal de la droite non plus. François Fillon, pareil, ouais. Non, mais c'est le cœur de l'électorat qui vote dans les primaires. Ça dépend le niveau de mobilisation, si ça déborde ou pas. Ça dépend de plein de choses, en fait, plein d'éléments. Mais du coup, ça produit soit des éléments moyens quand il y a de la mobilisation, etc., soit des gens nuls qui perdent après. Moi, je veux bien perdre, mais c'est bon. On a déjà essayé plein de fois. J'ai envie de gagner là. Tu veux continuer avec la même méthode ? La même méthode. Qui a perdu jusqu'à présent. Oui. Oui, non, justement, qui a progressé d'élection en élection. En fait, Jean-Luc Mélenchon a progressé d'élection en élection. Au départ, c'était à 600 000 voix près, et là, c'était à 400 000 voix près. Ouais, mais donc la prochaine, c'est à 200 000 voix près. Super. Je sais pas. J'espère que la courbe sera. Et Marine Le Pen progresse un peu plus vite aussi. Non, mais bien sûr, il y a une course de vitesse avec Marine Le Pen, mais ce qu'on a montré aussi, c'est que la radicalité du programme qu'on porte, il est de nature à mobiliser des secteurs de la société qui ne se mobilisaient pas ou plus, et qui reviennent dans la bataille électorale et qui sont de nature à gagner les élections. C'est ça qu'on est en train de dire. Je veux dire, on l'a théorisé, on l'a expérimenté aux européennes dans un des pires moments. C'est-à-dire la pire élection pour nous, voilà, d'un point de vue structurel, et dans un moment où tout le monde on se prenait des pierres matin, midi et soir dans les médias, c'était quand même assez insupportable. Et des gens ont quand même voté pour nous dans ces conditions. Et elle a fait moins de 10%. 10%. Un peu moins de 10%. Ouais. C'est bien. Oui, mais c'est limité. Non, mais allez-y, faites candidat insoumis aux européennes, je vous regarde. Et puis on verra vos résultats. Mais oui, mais c'est pas la question. Mais... non, mais à un moment donné... C'est que l'étiquette insoumise, elle porte des Sauf que la fois aussi. dernière, on avait fait combien ?
Vous avez fait 6, je crois. Voilà, bah, ça fait 3 points, un peu plus de 3 points de plus, c'est bien. Oui. Bah, c'est pas mal. Ça fait des députés européens en plus. Oui, Et un le ou deux. total gauche a été augmenté. Alors que le bloc Il est plafonné. social-démocrate PSELV, lui, a perdu des voix. Et s'est reconfiguré au profit de Glucksmann, en défaveur d'Europe Écologie Les Verts. Ils ont conquis quoi, en fait, par leur stratégie? Rien, ils ont reconfiguré l'espace politique entre eux. On a conquis quoi, nous? Des nouvelles personnes qu'on a permis de faire en sorte qu'ils votent dans les urnes. Pourquoi, d'ailleurs, ils sont un certain nombre à flipper pour les municipales, dans plein d'endroits? Parce qu'ils savent que si, dans des scrutins difficiles, on a réussi à remobiliser les quartiers populaires, alors on pourra le refaire en municipal. Et que ça pourra basculer dans plein d'endroits. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse semblant de ne pas le voir, mais il y a les éléments aujourd'hui, tous les ingrédients pour rappeler que oui, nous avons une position dominante au sein de la gauche, oui, nous avons la légitimité de porter une candidature commune, et en plus, nous, on a fait la démonstration qu'on était loyal. D'accord? Dans l'attribution des sièges, à la fois dès le départ, au moment de la NUPES, si on avait fait une règle de 3 proportionnelle au score de la présidentielle, il n'y aurait pas eu d'accord. Donc, c'est nous qui avons cédé tout un tas de circonscriptions pour permettre l'accord électoral. C'est un compromis. Oui, ben on l'a fait. Enfin, vous aviez aussi besoin que les autres retirent leurs candidats dans les autres circonscriptions. Non, il y a 2 scénarios. Tu peux pas me dire ça. Non. La NUPES, c'était un accord Tout le monde aurait... d'intérêt commun. C'était win-win. C'était win-win. C'était gagnant-gagnant. On est d'accord. Mais à la fin, c'était nous un peu perdant pour nous si on faisait pas d'accord, mais c'était l'annihilation totale pour tous les autres. Ça voulait dire plus de groupe pour le Parti Socialiste, ça veut dire pas de groupe écologiste, ça voulait dire plus de groupe pour les communistes. C'est ça que ça voulait dire concrètement si on faisait pas l'accord électoral. D'accord? Mais on l'a fait. Nous, on l'a proposé. Eux, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé aux étapes successives? Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé électoralement, sincèrement et loyalement? À part de nous taper dessus comme les autres dans les moments de tension médiatique. Voilà. Donc, juste, nous, on fait la démonstration qu'on sait faire du commun. Alors, c'est un peu bizarre ça va pas dans le récit qu'on regarde à la télé tous les jours, parce que Jean-Luc Mélenchon est méchant, autoritaire, autocratique. Même moi, aujourd'hui, j'ai mon portrait dans Franc-Tireur, où ils ont dit j'étais la brute et la fureur. C'est nul comme jeu de mots. C'est un peu nul, mais bon. C'est franc-tireur. Ils vont appeler Bernard Lanchon. Non, mais en tout cas, c'est bien. On voit que l'union va bien. C'est cool, ça fait plaisir. Non, mais c'est parce que l'union, il faut qu'elle se fasse sur un programme. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils disent il faut qu'on revoie la candidature commune à les Insoumis, qu'est-ce qui se passe? C'est des éléments du programme qui sautent à chaque fois. C'est ça le fond. C'est un compromis. Oui, mais c'est un compromis, sauf qu'on a réussi à obtenir une hégémonie sur un programme de rupture, et eux veulent nous ramener vers du hollandisme ou du macronisme. Mais du coup, j'en reviens à un point de départ, si c'est pour faire ça, je préfère encore continuer à prendre mon temps à convaincre et prendre mon mal en patience, que de refaire des choses qui n'ont déjà pas marché. Malek. Je vais continuer de convoquer les socialistes sur un futur concret et plus proche. On a l'information là qui nous parvient où on apprend que Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, sont reçus demain midi par Emmanuel Macron à l'Élysée. À cette heure, les présidents des groupes écologistes et communistes et insoumis ne sont pas conviés. On a une petite phrase, un petit tweet de Philippe Brun qui nous dit, je cite, « L'accord de non-censure, c'est le moyen de faire tenir debout le pays sans reniement, c'est ouvrir la voie du dialogue, c'est débloquer nos institutions. » Il va donc dans la même voie que celle du président de la République dans son allocution. Qu'est-ce que tu réponds, camarade socialiste? Non, mais... Concrètement, demain... Mais c'était déjà un accord de non-censure. Alors, avec Marine Le Pen. Oui, avec Marine Le Pen, oui. Oui, non, mais tu préfères pas la version dans l'autre sens? Bah, ça dépend. Si c'est pour soutenir le même programme qui bouge pas et qu'à la fin, on est obligé de quand même faire un 49-3, à part passer pour les idiots utiles d'avoir permis à Macron de tenir encore 2 mois de plus, ou 1 mois de plus, ou une semaine de plus, je vois pas quel est l'intérêt. Alors, comment tu le garantis si tu fais pas un accord? Mais l'accord de non-censure, je l'ai dit, le seul qu'on doit nous proposer et verbaliser pour tenir bon et pas parce que c'est pas à nous de dire ce qui va pas dans notre programme, hein, d'accord? C'est pas à nous de faire ça en fait. C'est de proposer à Emmanuel Macron un accord de non-censure, en disant nommez un gouvernement du nouveau Front Populaire avec Lucie Castet et promettez-nous de ne pas le censurer. Et on verra ce que nous, on accepte de retirer de notre programme en fonction de vos demandes. Mais c'est l'essentiel de notre programme qui passe. Il va te répondre, très bien. Éventuellement, on peut ne pas vous censurer, à condition que vous mainteniez le déficit à 3%, que vous augmentiez pas les impôts, et que vous touchiez pas trop, et que, évidemment, vous abrogez pas la réforme des retraites, et vous touchez pas trop à tout ce qu'on a mis en place depuis 7 ans. Bah, c'est tout, on continue comme ça. Parce que moi, je préfère... C'est une négociation, ça se discute. La vérité, c'est que je préfère qu'il ne se passe rien plutôt qu'il y ait encore du Macron. Sur l'échelle de ce que je préfère rien plutôt qu'encore du Macron. Je préférerais ensuite que ce soit nous, mais quand même, rien, ça me va là pour l'instant. Parce que vu ce qu'il s'apprêtait encore à faire, c'est pas mal. Et autant de gauche que possible, c'est pas préférable à rien du tout?
Mais encore une fois, je veux bien, mais juste la mise de départ, ça doit être celle-là. Ça doit être celle du NFP. Pourquoi on vient nous-mêmes intégrer, intérioriser qu'on doit s'amputer d'une jambe ou d'un bras pour leur faire plaisir? Non, la vache. Mais non, mais c'est une culture du compromis. C'est pas baisser son froc que de se mettre d'accord Oui, mais en disant OK, on est c'est pas d'accord ça. à C'est essayer. quand tu fais un compromis, en fait, c'est une négociation. Ouais, Qui absolument. va dans une négociation en disant je suis prêt à me séparer de ça, 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 ça et ça? Personne ne Et fait qui ça. va dans une Ça n'existe pas. négociation en disant je ne toucherai rien? Non, Tu vois, on n'a pas dit je toucherai rien, on dit voilà la mise de départ. C'est ça notre mise de départ. Et en fait, le problème de Philippe Brun, c'est qu'il n'est pas capable de dire voilà, le programme du NFP, c'est ça la mise de départ. Il n'est pas capable de dire ça, de proposer ça. Et voilà, et moi ça m'insupporte, parce que ça affaiblit notre position dans le champ politique, notre position générale. Parce que les gens ils disent ah, on a voté pour eux, mais en fait, au premier coup de chaud, bah ça y est, ils retournent à la soupe avec les autres. Ben non, c'est pas possible en fait. Ça peut pas fonctionner comme ça, parce que c'est trop précieux de redonner du courage aux gens qui ont voté pour nous de continuer à voter en fait. Parce que là, ce qui s'est passé le 7 juillet avec ce qu'a fait Emmanuel Macron, ça a dégoûté des tas de gens. Là, ce qu'on entendait dans le reportage de TF1 tout à l'heure, moi j'écoutais la suite en arrivant, c'est ils interviewaient des gens. En gros, ils disaient non, mais de toute façon, on ne croit plus rien en eux. Et même les électeurs du RN disent oui, bah, de toute façon, ils ont voté contre, pour, on ne sait plus, on ne comprend plus rien. De toute façon, tout ça, c'est tous pourri, etc. Et à la fin, on sait très bien que l'aboutissement de ça, c'est les avatars éternels d'Emmanuel Macron au pouvoir, sous des versions plus ou moins autoritaires, par ailleurs. Namo? Tout à l'heure, tu parlais du fait que vous aviez réussi à aller chercher des personnes qui ne votaient plus. Mais en fait, cette stratégie, jusqu'à quand elle peut durer? Parce que là, il y a plein de gens qui sont juste dégoûtés depuis juin, juillet, et qui n'ont plus du tout envie de se mobiliser, même pour LFI. Alors qu'ils croient en ce que vous proposez, ils sont derrière vous, mais en fait, à quoi bon? Les gens se disent vraiment, mais ça ne sert plus à rien. Parce que quand je vais voter et que le NFP arrive en majorité en tête, bon, majorité relative, mais en tête, derrière, on ne respecte pas ce que j'ai voté. Donc, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu foi en ça. Donc, comment vous allez réussir à rattraper ces gens qui sont déjà difficiles à motiver, quoi? Bah déjà, en ne cotisant pas au discours contre son camp, quoi. C'est pas possible, en fait. Les gens, on les a mobilisés sur un programme pour changer les choses. Pas pour la première minute de jeu, dire « Ah bah non, c'est bon, on va faire des compromis, ça on oublie, ça c'est terminé, ça non plus, etc. » sans avoir mené une quelconque bataille, en fait. Là, on a un rapport de force dominant. On vient de censurer le gouvernement. On devrait être en train de dire bravo, génial, on a gagné. Quand tu maintenant, dis on, ça Emmanuel... comprend le RN, on est d'accord. Non, mais quand je dis nous, je parle du NFP, jamais du RN. Le fait est que heureusement qu'ils étaient là. J'ai dit... oui, enfin heureusement De qu'ils fait. étaient là, j'en sais rien, ils étaient là. En tout cas, heureusement que les macronistes étaient moins que 289. Dit autrement. Tu pourrais pas te satisfaire aujourd'hui d'une censure votée si le RN ne l'avait pas voté. Oui, bien sûr. Ok. Mais s'ils l'avaient pas voté, ils auraient été définitivement la béquille d'Emmanuel Macron et leurs complices. C'était pas non plus une mauvaise situation en soi du point de vue de la clarification politique, puisqu'ils l'ont été et continueront de l'être, j'en ai de l'intime conviction. N'empêche que là, c'est nous qui avons pris l'initiative, qui sommes en dynamique, qui avons censuré et fait tomber un gouvernement. Pour première minute de jeu, dire quoi? Oui, on renonce à une partie de notre programme. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudrait qu'on clame. Non, monsieur Macron, vous n'avez pas respecté les élections le 7 juillet. Le péché originel, c'est vous, parce que je reprends Notre-Dame, tout ça, tout tralala, hein, c'est vous qui l'avez commis. Vous auriez dû essayer le nouveau Front populaire, quitte à nous censurer derrière si vous le vouliez, mais vous n'avez pas respecté l'ordre des choses, en fait. Vous avez mis le désordre. C'est compliqué de dire ça quand on est de gauche et au NFP, sans déconner, quoi. Donc je vois bien que l'opération, non mais l'opération, elle est un peu différente. C'est que ils ne veulent absolument pas pousser Emmanuel Macron à la démission. Quand je dis ils, je parle des autres composantes du nouveau Front populaire, parce qu'ils savent qu'ils n'auraient pas un bon candidat à l'élection ou une bonne candidate à l'élection présidentielle. Donc ils préfèrent rester jusqu'au bout, et quitte à rester jusqu'au bout, autant apparaître comme étant les gens sérieux pour la suite, et surtout valider le fait qu'on soit en dehors de l'arc républicain. Parce que ce que ne dit pas des Philippe Brun, là, maintenant, tout de suite, mais qu'ils ont verbalisé la fois dernière déjà, quand on était post-7 juillet et qu'Emmanuel Macron cherchait un Premier ministre, c'est que peut-être qu'on pourrait faire un gouvernement sans les Insoumis. Oui, bien sûr, la principale composante du nouveau Front populaire, on va s'en passer.
On va mettre ça par-dessus bord. Ah, c'est sûr qu'avec eux, il n'y aura pas de problème pour ne pas changer grand-chose. Ça aussi, ce sera une ligne rouge du président de la République. Et du camp macroniste, d'ailleurs. Non, mais j'en sais rien si c'est une ligne rouge du président de la Il l'a République. dit, hein, il n'y aura jamais de gouvernement avec les insoumis dedans, c'est non négociable, à tel point que Jean-Luc Mélenchon a lui-même dit l'été dernier qu'il était prêt à apporter un soutien Oui. sans participation à un Très gouvernement. bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces gros malins qui pensent que c'est comme ça qu'on va régler la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le NFP n'a pas été nommé. Ah oui, bah voilà. Donc en fait, le problème, c'était pas nous. C'était pas les insoumis. Mm. Puisqu'après, ils ont dit, ouais, mais il y a aussi quand même des verts. Les verts, en plus, tu vois, c'est la couleur de l'islam et tout. Enfin, c'est chaud, quoi. C'était Zemmour qui avait dit ça une fois Ouais, pour c'est de vrai. vrai. Ouais, sur les écolos, ouais, je m'en souviens. Sans rigoler, en plus. J'aurais peut-être dû mettre une autre veste du coup. Ouais. Ouais. Bon. Donc, à un moment donné, en fait, du coup, on voit bien que les moments où on est en dynamique, les moments où on est fort, les moments où on gagne les élections, c'est quand on est unis sur un programme clair de rupture et où il n'y en a pas un qui est en train de tirer dans le dos et dire ouais, mais ce truc-là, bof, non, ça c'est nul, ça va pas, ou je sais pas quoi. Donc, je sais pas à quel moment ils vont l'intégrer. Moi, ça me fait, je me dis, mais ils vivent sur quelle planète? J'ai l'impression qu'ils font des réunions contre eux à Paris, là, dans un entre-soi un peu particulier, où ils sont complètement déconnectés du réel et de la base des attentes populaires de ce pays. Donc, en plus, on est un jour de manif. Et il vient y avoir des centaines de milliers de fonctionnaires dans la rue. Et pour ceux qui ont fait les manifs des fonctionnaires, les précédentes éditions, franchement, rien à voir. Là, ça avait vraiment de la gueule. Les fois précédentes, ça faisait vraiment... C'était triste. Il y a une dynamique. On devrait être en train d'être claironné en avance. C'est nous qui devons gouverner. Après que l'autre, ils disent non, hors de question. On dit ah bon, comment ça hors de question? Et on mène la bataille. On mène la bataille politique, on mène la bataille des idées, on mène la bataille sur les plateaux télé. Et après, s'il faut en rabattre, parce que l'autre, ils disent oui, mais est-ce que vous êtes prêts à... Voilà, on dit nous allons nous réunir pour examiner. Et là, on se réunit en FP, on fait semblant qu'on va examiner. Puis à la fin, on sort, on dit peut-être bien. Et on prend la main. Je veux dire, et donc là, en fait, on s'empêche nous-mêmes d'avoir la main. Je trouve ça désolant. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de présidentielle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore préparé la candidature de Raphaël Glucksmann. Voilà. Pour toi, c'est ça la fin de Et l'histoire? que l'objectif, c'est de liquider Jean-Luc Mélenchon, et pas juste Jean-Luc Mélenchon, en fait, le programme de rupture de la France insoumise, parce que non, c'est trop quand même. C'est trop. Sachant que si vous faites une comparaison avec le programme de 81 de François Mitterrand, dont le mot a été évoqué tout à l'heure, franchement, l'extrême gauche, bof, quoi. Émilien. Il y a une question que je me suis posée à l'été et que du coup je me suis posée aussi au moment de ces derniers jours, c'est quelle est la nature des discussions, pas sur les plateaux, mais au sein du Parlement, parce que vous y êtes, entre les gens du NFP et les gens, alors je n'imagine pas trop les LR, mais du bloc central, en tout cas des macronistes. Parce que finalement, il y avait des discussions de lignes rouges affichées, mais à un moment donné, est-ce que les gens du NFP sont allés faire des propositions littéralement d'aller dire, par exemple à Attal ou aux gens du groupe EPR, si en fait vous ne nous censurez pas, ça peut marcher, et on discute. Est-ce que les gens sont venus vous voir? Et ça marche aussi pour les ordres d'une censure, parce que apparemment, d'après les socialistes et autres, Michel Barnier ne voulait pas vous parler, mais est-ce qu'au sein du groupe de Attal, parce que mine de rien, ils sont censés avoir un budget gentil sur le plan social, est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce que la porte existe? Alors j'imagine peut-être éventuellement chez LFI c'est un poil plus compliqué qu'avec les gens du PS, mais est-ce qu'il y a une discussion de couloir? Je ne veux pas enfreindre quelconque secret mais c'est quoi la discussion? Est-ce que ça se parle? Hugo Benalicis. Non, moi je suis un gros sectaire, je parle à personne. Oui, et je mange des enfants aussi. Mais bon, pas les mêmes que Jean-Luc parce que je partage pas. Il faut en laisser. Non, mais en fait, non, les macronistes ne sont pas venus nous faire des propositions à nous, France Insoumise, déjà en général et en particulier sur le budget. Mais même avec les socialistes, ils ne font pas de propositions. C'est dire leur niveau de sectarisme, à eux, aux macronistes. Ça, c'est le premier point, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont sectaires et pas là. Ils s'en foutent, ils savent qu'ils ont perdu. Enfin, c'est la débandade. Là, en fait, Emmanuel Macron, c'est un monde parallèle, là, sa prise de parole de ce soir, en réalité. Moi, ce que je vois hier, c'est des collègues macronistes à la buvette, pas très nombreux, et puis avec la mine des journées de deuil, quoi. Bon, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se disent, oh. Alors moi, je les vanne des fois en leur disant, bon, alors, du coup, là, Barnier est tombé, tu vas rentrer au gouvernement le prochain?
Et ils sont là en mode non, mais Hugo, t'es sérieux? Bah, je dis non. mais vas-y, réponds quand même. Je dis non, mais hors de question que j'aille dans un truc pareil. Et c'est pas n'importe quel macroniste avec qui j'ai parlé. En l'occurrence, c'est des gens qui pourraient potentiellement être dans le prochain gouvernement. Mais eux-mêmes n'y croient plus. Tout ça, voilà. Donc, à la fin, la seule discussion qu'il y a eu politique en tant que telle, c'est la discussion parlementaire, c'est-à-dire sur la base des amendements. Et oui, il y a eu des bougées, mais pas des bougées du groupe EPR, des bougées, par exemple, du groupe Modem, avec Jean-Paul Mattei, l'ancien président du groupe, qui a convergé avec nous pour augmenter un certain nombre de taxes sur les grandes entreprises, sur les très riches, etc. Et qui a permis que ces amendements soient adoptés. Alors là, c'est le RN qui s'est abstenu parce qu'ils n'assumaient pas de voter contre. Et à la fin, par contre, ils se sont tous retrouvés avec les macronistes et les fascistes pour rejeter le budget SOS NFP. Mais en fait, il y avait un budget qui était là. Enfin, il est toujours là d'ailleurs, dans le circuit, mais ils l'ont remis qu'à ce départ. Qui a été modifié Alors, en grande pourquoi est-ce partie, que les modems vous ont. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils restent finalement? Parce qu'ils ont avalé beaucoup de couleuvres. Qu'est-ce que vous sentez du fait qu'à un moment donné, ils ne cassent pas avec Macron? Mais c'est le problème de la Ve République, le fait majoritaire, la puissance du président de la République, ce que ça implique, les investitures des partis, etc. C'est pour ça qu'il faut changer le système. Enfin, je veux dire, et on ne le dit pas parce qu'aujourd'hui, il y a la situation politique qui est dramatique. On le dit depuis toujours. Le constat, il est le même, juste ça prend des formes et des proportions différentes au fil des années. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que ce qu'on raconte sur le fond, le programme politique qu'on porte, il est adapté à la situation, il est d'une certaine manière raisonnable, parfois trop à mon goût, mais bon, c'est comme ça, et que je ne comprends pas du coup à quel moment les socialistes, les écologistes et une partie des communistes vont se dire eh ben, on va en rabattre là-dessus, alors que c'est ça qui faisait notre force. Vraiment, la situation est sidérante parce que, pour le coup, le travail parlementaire, c'est un travail de compromis permanent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, on voit quelles sont les majorités à certains moments du texte. Et puis après, ça passe ou ça passe pas. Et donc, ces gens, les macronistes particulièrement, sont la négation du parlementarisme. Enfin, vraiment, ils l'ont montré déjà par leur arrogance quand ils étaient ultra-majoritaires. Vraiment, c'était une chambre d'enregistrement, tout ce qu'il y a de plus lamentable. Et maintenant qu'ils ne sont plus majoritaires, ils ne jouent plus le jeu du parlementarisme. Enfin, j'ai été rapporteur dans le cadre d'une niche parlementaire d'une journée d'obstruction des macronistes. Hein Il y a une semaine. Il y a une semaine. Alors que l'obstruction, c'est mal. C'est pas bien. Ouais, c'est un peu ironique comme situation. Ouais. Non, mais la Non, France c'était- Insoumise se fait obstruer. Mais oui, mais moi, je leur ça disais- manque pas de Je leur piment. disais quoi dans les couloirs à la buvette? Je peux vous donner des tips, hein, parce que là, franchement, votre obstruction, elle est vraiment nulle, quoi. Il faut déposer plus. Faites pas ça bien, les gars. Mais non, ils font pas ça bien. Mais en plus, c'est vrai, ils font pas ça bien. C'est-à-dire qu'il y a. Ils Non, mais- débutent, ils débutent. Ils auront affaire des professionnels en face Oui, quand même. mais ils sont en phase de rodage pour être définitivement dans l'opposition pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Bon, il y a encore du boulot. Il y a encore clairement du boulot. Sauf que là, il y a quand même une différence notoire entre leur obstruction et la nôtre. C'est que nous, on faisait de l'obstruction avec la légitimité du peuple français derrière, pas eux. Hein. Ils font l'obstruction avec la légitimité des marchés financiers et de leur pote Macron. Voilà. Oui. Ils sont aussi élus. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est quand même pas la même chose. C'est pour ça que ça a été mal. Non. Oui, Non, mais c'est pas la même chose au sens où Seuls compris. nous sommes légitimes, les autres ne le sont pas. C'est bon. Non, Enfin, non, c'est sûr que je te dise. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas légitimes. On n'a pas la même légitimité. Je dis ils ont la légitimité des marchés financiers et de leur pote Macron. Voilà. C'est ça leur légitimité. Mais du coup, D'accord, ça ne produit pas le même effet. Ils se sont pris plein la tête dans les médias dominants sur l'obstruction qu'ils ont faite. Heureusement que ça a duré qu'une journée. Parce que c'est insupportable pour leurs amis vis-à-vis de ce qu'ils racontent que eux le fassent. Alors que quand nous on le fait, c'est dans l'ordre des choses. On est méchants, tout ça, on crie, on mange des enfants, tout ça. Donc c'est ça la différence. C'est pour ça que moi j'ai toujours cru que s'il y avait un gouvernement du nouveau Front Populaire, ils seraient pris à leur propre jeu des cris sur « Oh mon Dieu, s'il y a une censure, ça va être la fin du monde pour Noël et l'instabilité ». Si ça avait été le NFP, on aurait dit « Oh mon Dieu, si vous nous censurez pour Noël, ça va être scandaleux ». Ils auraient fait « Ah oui, non, c'est vrai, c'est Noël. Ok, on attend. » Voilà. Il l'aurait fait quand même. Hein? Je pense qu'ils auraient quand même censuré. J'en sais rien. On le saura jamais finalement. Voilà. Mais en tout cas, il faut bien comprendre qu'on n'a pas la même sociologie, on n'a pas les mêmes programmes politiques, on n'a pas les mêmes comportements politiques. Et ça joue en fait La culture. dans l'équation. Et effectivement, les macronistes n'ont jamais eu de culture du compromis. Sur la séquence 2022-2024, ça aurait pu être un bon moment pour eux de desserrer un peu l'étau. Parce qu'ils avaient une majorité relative, mais pas suffisante, mais ils pouvaient l'avoir avec les LR à ce moment-là. Ils l'ont pas travaillé tellement ils sont sectos, alors qu'ils racontent la même chose que les LR. Je jure, hein.
la même chose, voire la même chose que le RN, donc confère la loi asile-immigration. Et même sur la loi asile-immigration, ils n'ont pas fait de compromis. Ils n'ont pas fait de compromis, ils ont dû faire un compromis avec le Sénat, c'est-à-dire avec Bruno Retailleau qui reprenait la ligne du RN. On gardera le mot compromis en mémoire pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, en Hugo Bernalicis. En un mot quand même. Ouais. Oui, non. Ouais. Elle met du temps à Merci monter. beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir accepté